Donald Trump vient d'accomplir quelque chose que personne n'avait osé faire depuis 2 siècles. Il a regardé droit dans les yeux le Premier ministre d'une nation souveraine, le pays avec lequel les États-Unis partagent la plus longue frontière terrestre non militarisée au monde, et il lui a imposé ses conditions. Pas de négociation, pas de trouver un compromis. Ce n'était pas une maladresse, ce n'était pas une provocation improvisée en conférence de presse. Ce n'était pas un excès de langage qu'on pourrait balayer le lendemain. C'était une déclaration de principe. Et si cette doctrine se confirme, elle redessine les règles du jeu continental pour les décennies à venir. Ce qui se déroule entre Washington et Ottawa depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 dépasse de très loin une simple querelle commerciale sur le bois d'œuvre ou les droits de douane sur l'aluminium. Nous assistons à l'épreuve de force d'un principe fondateur de l'ordre international né après 1945. Celui selon lequel chaque nation, quelle que soit sa taille, a le droit de décider librement de son propre destin. Le Canada, ce pays discret, courtois, habitué à jouer le rôle du bon voisin, se retrouve soudain propulsé au cœur d'une confrontation que les historiens disséqueront pendant des générations. Arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Quand avez-vous vu pour la dernière fois les États-Unis menacer ouvertement un allié de l'OTAN avec le vocabulaire de la force et de la soumission? La réponse est simple. Jamais. Pas de cette façon. Pas avec cette clarté brutale. Et c'est précisément pour cette raison que ce moment est différent de tout ce que nous avons connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour saisir ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord mesurer ce que représente réellement la relation canado-américaine dans l'histoire contemporaine. Ce n'est pas une simple relation diplomatique, ce n'est pas un partenariat commercial banal. C'est l'exemple le plus accompli de ce que deux démocraties peuvent construire ensemble lorsqu'elles choisissent la coopération plutôt que la domination. Deux pays, une économie profondément intégrée, un périmètre de défense commun, des réseaux électriques partagés dans certaines régions, un système hydrologique transfrontalier, et surtout une frontière de 8890 km que deux nations ont décidé, il y a plusieurs générations, de laisser sans armes pointées l'une vers l'autre. Cette décision n'était pas seulement une politique, c'était une philosophie, un message adressé au reste du monde. Deux démocraties, deux peuples libres peuvent partager un continent sans domination, sans coercition, sans que l'un impose sa volonté à l'autre. Les chiffres de ce partenariat donnent le vertige. Selon les données du gouvernement canadien, ce partenariat fait circuler chaque jour près de 3,6 milliards de dollars de biens et services à travers la frontière. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont franchi pour la 3e année consécutive le cap du billion de dollars canadiens. D'après Statistique Canada, près d'1,4 million emplois aux États-Unis dépendent directement des exportations canadiennes. La Chambre de commerce du Canada rappelle que les États-Unis restent de loin le premier partenaire commercial du Canada, absorbant 75,9% de toutes ses exportations. Et selon la banque TD, 34 États américains vendent plus de marchandises au Canada qu'à n'importe quel autre pays étranger. Pas les États côtiers, pas les grandes métropoles, les États du Midwest, les États de la Rust Belt, ceux-là même qui ont offert à Trump sa victoire électorale. Les échanges énergétiques bilatéraux, à eux seuls, ont atteint 26,8 milliards de dollars canadiens en 2024. Le pétrole canadien alimente les raffineries américaines. L'électricité canadienne chauffe des foyers américains. Plus de 100 pipelines et gazoducs transfrontaliers irriguent les deux économies dans une infrastructure si imbriquée que les économistes la décrivent comme un seul et même système traversé par une frontière. Pour comprendre la nature profonde de cette crise, il faut aussi connaître les deux hommes qui s'affrontent. Parce que cette confrontation n'est pas seulement géopolitique, elle est aussi profondément humaine. Et la personnalité des deux protagonistes explique en grande partie pourquoi elle était inévitable. Donald Trump, 78 ans, est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, non pas en quête de rédemption,
mais en quête de domination. Son premier mandat, malgré tout son chaos, évoluait encore dans certaines limites. Des conseillers qui résistaient, des institutions qui freinaient, des normes qui pliaient sans complètement se rompre. Ce deuxième mandat est fondamentalement différent. Les garde-fous ont disparu. Les conseillers restants sont des fidèles, pas des contradicteurs. Les institutions ont été affaiblies par 4 années de pression continue. Et Trump interprète son résultat électoral non comme une victoire politique ordinaire, mais comme un mandat personnel pour faire tout ce qu'il juge nécessaire, sans contrainte, sans précédent, sans hésitation. Trump, en 2025, n'est plus celui de 2017. Il est plus isolé, plus idéologiquement pur, plus convaincu que jamais que l'Amérique a été dépouillée par ses partenaires commerciaux, y compris le Canada. Il croit, avec la certitude absolue d'un homme qui n'a jamais vraiment rendu de compte, que les alliances de l'après-guerre, les accords commerciaux multilatéraux et le système de règles internationales étaient des constructions fragiles, élaborées par des dirigeants américains faibles, qui ont sacrifié les travailleurs américains sur l'autel de la coopération mondiale. Et il a décidé que le Canada serait le pays qui démontrerait son point de vue. En face de lui se tient Mark Carney. Et si Trump incarne la rage venue du cœur de l'Amérique, Carney représente presque son exact opposé. Technocrate originaire de l'Ontario, économiste formé à Oxford et à Harvard, il a dirigé la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008, période durant laquelle le Canada a mieux résisté que presque tous les autres pays développés. Il a ensuite mené la Banque d'Angleterre pendant le Brexit, l'un des épisodes économiques les plus chaotiques de l'histoire britannique récente. Il est calme là où Trump est volcanique. Il est précis là où Trump est approximatif. Il est profondément, presque chirurgicalement rationnel dans un moment qui exige précisément ce type d'esprit. Carney est devenu chef du Parti libéral du Canada au début de 2025, succédant à Justin Trudeau après l'effondrement politique de ce dernier. Il a remporté les élections fédérales d'avril 2025 avec un programme centré sur une promesse claire et explicite, tenir tête à Donald Trump. Les Canadiens ne l'ont pas élu malgré cette promesse, ils l'ont élu à cause d'elle. Ce détail est fondamental. Carney n'a pas de marge de manœuvre pour capituler. Son mandat électoral est littéralement construit sur le refus de se soumettre aux États-Unis. Vous avez donc d'un côté un président qui exige la soumission, et de l'autre, un Premier ministre dont la légitimité démocratique repose précisément sur le refus de cette soumission. Cette confrontation était inévitable. La seule inconnue était le moment et l'intensité avec lesquels elle éclaterait. Voici maintenant, étape par étape, comment les événements se sont enchaînés. Dès les premières semaines de son second mandat, Trump a réactivé et durci les droits de douane sur les produits canadiens. Acier, aluminium, pièces automobiles, bois d'œuvre, produits agricoles. À des niveaux que les économistes ont qualifiés de punitifs et que l'industrie canadienne a décrits comme existentiels. Parallèlement, il a commencé à relancer sérieusement l'idée que le Canada devienne le 51e État américain. Une idée qu'il avait d'abord lancée de manière légère, mais qu'il répète désormais avec une gravité croissante. Lors d'une interview sur Fox News avant le Super Bowl en février 2025, quand on lui a demandé si son projet d'annexion du Canada était sérieux, il a répondu « Oui, tout à fait ». Avant même son investiture, en janvier, Trump avait publié sur Truth Social 2 images d'une carte des États-Unis, incluant tout le territoire canadien, accompagnée de la légende « Canada ». Des sources haut placées au sein du gouvernement canadien, citées par Radio-Canada, ont confirmé que lors d'un dîner à Mar-a-Lago en novembre 2024, Trump avait déjà évoqué directement l'idée d'annexion auprès de Justin Trudeau, d'abord sur le ton de la plaisanterie, mais dont le sérieux n'avait pas tardé à s'imposer à tous les participants. Le Canada a répliqué par des mesures de rétorsion concrètes. En mars 2025, Ottawa a imposé 21 milliards de dollars de tarifs sur des produits américains en réponse aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium entrés en vigueur le 12 mars, selon le cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon. C'est à ce moment que la dynamique a basculé.
Le ton de Trump a changé. Il ne présentait plus l'idée du 51e État comme une boutade ou une hypothèse. Il la présentait comme une fatalité, comme quelque chose qui serait bénéfique pour tous si le Canada l'acceptait simplement. Dans les chancelleries alliées, une question s'est mise à circuler à voix basse. Trump est-il en train de redéfinir les règles fondamentales qui régissent ce continent depuis des siècles? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question à laquelle les alliés des États-Unis, en Europe, en Asie, dans l'ensemble du monde occidental, doivent désormais répondre. Parce que si Trump est prêt à traiter le Canada avec le vocabulaire de la force et de la soumission, quel pays peut encore se considérer à l'abri de cette doctrine? Le Canada n'est pas n'importe qui. C'est un allié fondateur de l'OTAN. C'est le partenaire avec lequel les États-Unis ont co-construit la défense du continent nord-américain. C'est le pays avec lequel Washington partage non seulement une frontière, mais une vision du monde, des institutions, une histoire commune. Si ce pays-là peut être traité ainsi, alors les règles qui gouvernaient le monde occidental depuis 1945 ne sont plus des garanties, ce sont des options. Et Trump vient de décider de ne plus les exercer. Les conséquences économiques potentielles d'une rupture réelle entre Ottawa et Washington sont vertigineuses, et elles ne concernent pas seulement le Canada. Si le Canada commence à réorienter ses exportations énergétiques vers l'Europe et l'Asie, si les chaînes d'approvisionnement intégrées de l'industrie automobile se disloquent, si les 34 États américains qui vendent plus au Canada qu'à n'importe quel autre partenaire commercial commencent à en ressentir les effets, les coûts ne seront pas théoriques pour les Américains ordinaires. Ce seront des emplois perdus dans la Rust Belt. Ce seront des prix qui augmentent, à la pompe, dans les supermarchés, dans les usines. Ce seront exactement les travailleurs que Trump prétend défendre qui paieront la facture de cette confrontation. L'ironie tragique de cette situation est là. En voulant démontrer que l'Amérique ne sera plus jamais exploitée par ses partenaires, Trump risque de fragiliser précisément les intérêts économiques des Américains ordinaires qu'il dit représenter. Et cette contradiction, entre le discours de protection et la réalité des conséquences, est au cœur de ce moment historique. Voici donc la question que je vous pose, et j'aimerais que vous y réfléchissiez sérieusement avant de me donner votre réponse en commentaire. Si les États-Unis sous Donald Trump sont prêts à traiter le Canada de tous les pays possibles, avec le langage de la force, qu'est-ce que cela nous dit sur ce que l'Amérique est en train de devenir? Et surtout, que faisons-nous maintenant que nous le savons? Cette question n'est pas réservée aux Canadiens. Elle concerne chaque pays qui a construit sa sécurité et sa prospérité sur la croyance que les règles de l'ordre international post-1945 étaient stables, prévisibles et respectées par tous, y compris par celui qui les avait en grande partie établies. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui est véritablement en jeu dans cette confrontation, laissez un pouce bleu. C'est simple, c'est rapide, et c'est ce qui permet à ce travail de continuer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne manquer aucune analyse. Cette crise est loin d'être terminée, et les prochains développements seront déterminants pour comprendre quel monde nous allons habiter dans les années qui viennent.